On va démarrer cet épisode avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce qu'en fait, elle a simplement dans l'histoire de l'e-studio le short qui a fait le plus de vues. Donc, je pense que c'est la personne que vous avez vu le plus sur les réseaux. Étonnant. Qui est évidemment notre chère Linda. Comment ça va ? Ça va bien. En forme ? C'est mieux la deuxième fois que la première. T'es prête ? T'es à l'aise ? Super. Bah oui, t'as l'habitude maintenant. À l'aise, je dirais peut-être pas. Facile. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement sur ce que tu fais chez l'e-studio ? Je suis média buyeuse chez l'e-studio, principalement sur Google Ads. Et je fais aussi des missions annexes, notamment une grosse partie pour améliorer la qualité des leads. Donc pas mal de dashboarding. Je suis la meilleure amie de Google Sheet. L'outil qu'on utilise le plus en interne chez l'e-studio. À noter aussi que c'est toi qui gères la partie aussi notoriété. Tu es responsable des titres et des descriptions des vidéos. Donc, dans les commentaires des vidéos, quand parfois il manque des liens ou si vous avez des suggestions de titres, voilà la responsable. Je me dédouane de toute responsabilité sur le contenu. Non, mais trêve de plaisanterie là-dessus. On peut dire que tu fais le travail beaucoup mieux que moi. Sur la partie titre. C'est plus recherché en tout cas. Je suis pas toute seule. Et je t'en remercie. On est plusieurs dans le pôle, heureusement. Mais tu mènes la barque là-dessus. On va commencer cette première partie. Donc tu l'as dit, tu es surtout média buyeuse. Pour les média buyers qui nous écoutent, selon toi, c'est quoi les tâches qui te demandent le plus de temps au quotidien en tant que média buyer ? Franchement, je pense que ce qui est le plus chronophage, c'est les landing pages. Parce qu'évidemment, il faut les créer et surtout, il faut les changer régulièrement, faire des benchmarks réguliers pour savoir qu'est-ce qui performe. Et puis surtout, il faut tout le temps être en train de tester. Donc, tout le temps avoir des A/B tests sur ces landing pages. Et tu vois, passer par exemple une page avec un pop-up avec un form intégré et le passer par exemple sur un outil tierce du genre Typeform, bah ça prend un petit peu de temps. Ouais. Et quand tu te rends compte que ça marche bien, il faut le faire sur toutes tes landing pages. Et là, tu peux prendre une bonne journée entière là-dessus. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Quand tu dis régulièrement, c'est quoi en termes d'A/B testing ? Tous les jours ? Je pense que tous les jours, je vais regarder ce que mes tests donnent et j'essaye de réfléchir à des nouveaux tests. J'en fais pas tous les jours parce que des fois, il y a aussi pas d'idées. Mais oui. En tout cas, voilà, déjà, au moins, aller regarder, jeter un coup d'œil et tout ça, je pense que oui, c'est quotidien. Et c'est quoi pour toi une landing page où tu es à full optim ? Où tu te dis, c'est bon, j'arrête ? En termes de taux de conversion ? Ouais. Franchement, je sais pas. Je dirais que j'ai rarement dépassé les 30%. Je pense qu'il y a une fois où j'étais aux alentours de 40%. Mais là... Tu vois, au bout d'un moment, il faut aussi se satisfaire. Il y a une notion de loi de Pareto 80-20 où il vaut mieux aller faire ce qui ne marche pas que de s'acharner sur quelque chose qui marche très bien. Quoi. Ouais, c'est clair. Après, ça varie selon les marchés. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses des média buyers qui disent « Non, moi, je touche pas aux landing page, c'est pas mon boulot ». Ça, c'est... en fait, ça dépend du contexte parce que souvent, dans les agences... il n'y a pas accès aux landing pages, c'est souvent le client. Nous, c'est une grosse chance de pouvoir toucher aux landing pages. Et c'est sûr qu'il faut se former, il faut comprendre comment ça marche. Mais je trouve que c'est tellement la clé de la réussite que quelque part, si tu as la possibilité de le faire, tu ne peux pas ne pas le faire. C'est totalement illogique. Mais évidemment que c'est la clé de la réussite. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les agences font mal leur boulot ? Non, ça, peuvent pas le faire. Franchement, il y en a qui poussent quand même. Mais le problème, c'est que les clients, ils sont pas flexibles là-dessus. Des fois, ils n'ont pas les connaissances. C'est des personnes qui n'ont pas forcément une grosse équipe pour gérer leur landing page. C'est difficile de leur demander de tout changer en 24 heures, quoi. Alors que nous, c'est facile. C'est ce qui fait aussi que, oui, on va avoir des meilleures performances que la plupart des acteurs. C'est qu'on a la main sur tout le funnel. Mais c'est hyper intéressant que tu dis ça parce que je pense qu'aujourd'hui, on pose la question à des personnes qui se considèrent aussi média buyers. Ils vont te dire, moi, c'est l'analyse de statistiques, c'est l'exclusion de mots-clés sur Google, etc. Je suis très content de ta réponse parce que c'est clairement la bonne. Et je valide 100% le fait que l'A/B testing sur les LP, pour l'avoir beaucoup fait, ça prend tellement de temps. Mais c'est tellement la clé. Du coup, ce qui m'amène à la question suivante que j'ai envie de te poser. Aujourd'hui, en tant que média buyeuse, si je te dis, t'as qu'une seule compétence que tu dois développer, mais tu peux la développer autant que tu veux, et que tu dois en garder qu'une seule, ce serait laquelle ? Pour continuer à être surdoué du média buyer, du média buy. Je pense que ce qui est absolument capital, c'est d'avoir quand même des compétences analytiques. Parce que ça,
Bah, tu vois, là, par exemple, on parlait des landing pages, c'est assez facile. En soi, tu vois le taux de conversion, tu vois si c'est plus haut ou plus bas selon la variante. Donc là, tout le monde est capable de savoir ce qui est mieux ou pas. Mais typiquement, si tu veux rentrer dans de l'optimisation, notamment sur Google Ads ou même en passant par d'autres outils, Google Analytics ou des dashboards de qualité, comme on en fait beaucoup, là, il faut... En fait, tu peux facilement te perdre dans toute la donnée qui est à disposition. C'est comme sur Google Ads, il y a, je sais plus, 50 colonnes possibles. Enfin, t'imagines quand tu connais pas de débarquer là-dessus, c'est affreux. Il faut savoir où porter son attention, sinon tu peux passer des heures sur des choses qui servent à rien du tout, quoi. Donc, je pense que si tu es analytique et que tu sais quels chiffres il faut regarder et qu'est-ce qu'il faut optimiser, tu pars déjà avec une très bonne base de média buyer. Bah, ça te rend, à mon avis, surtout beaucoup plus efficace. Et donc, toi, tu garderais celle-ci à mort, quoi. Ou que tu développerais à mort. Je pense que c'est un mélange de tout. C'est difficile parce que Media Buyer, il faut vraiment... Enfin, c'est un peu le fameux mouton à 5 pattes, quoi. Il faut avoir plusieurs compétences qui ne sont pas forcément liées. Typiquement, il faut être un peu créatif. Et ça, tu vois, les profils analytiques ne sont pas forcément créatifs. Mais je pense que tu peux t'en sortir si tu es analytique. Et si tu es que créatif, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a beaucoup de personnes, Media Buyer, qui nous écoutent généralement, tu vois, sur la chaîne YouTube. Donc, c'est toujours intéressant, je pense qu'ils aient un retour d'expérience et qu'ils se disent, ok, typiquement quelqu'un qui ne sait pas analyser les données ou qui se noie dans les 50 métriques de Google, il sait qu'il va devoir bosser là-dessus, tu vois. Donc c'est hyper intéressant. Ok, je valide. Next question que je voulais te poser. Bon, tu passes beaucoup de temps sur Google. Oui. On sait qu'on se bat beaucoup avec l'outil, qu'il a ses atouts et surtout ses faiblesses. Demain, je te mets à la tête de Google. Hein. T'es la PDG, t'es à la place de Sundar Pichai. T'as un quartier libre sur l'outil Google Ads. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer l'expérience et rendre l'outil meilleur? Bon, déjà, cette question, elle est très compliquée. Mais... je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise réponse, hein, ça se trouve, je suis à côté de la plaque de la stratégie de Google, mais je pense que ce serait très utile de simplifier la manière d'attribuer des valeurs aux conversions. En gros, je me suis dit, ça serait pas mal d'avoir une sorte d'onglet où tu as un tableau avec toutes tes conversions, et tu peux cliquer sur la conversion et dire, celle-là, elle est bien, celle-là, elle est pas bien. Ça serait le rêve, en vrai, d'avoir ça. De ne pas avoir un truc hyper complexifié, de lier ton CRM à... Non, mais attends, si tu fais 1000 conversions par jour, tu vas dire... tu vas passer ta journée à... tu sais, tu fais comme on fait sur Google Ads, quand on a plein de campagnes, tu fais des filtres, tu sélectionnes, tu fais modifier. et ça donnerait quoi, en gros? Donc, du coup, tu dis oui, non, oui, non, oui, non. Tu vois, typiquement... Nous, on fait du lead, il y a du bon lead et du moins bon lead. Donc, typiquement, les leads qui sont très bons ou qui se transforment en vente ou qui ont telle ou telle valeur à la fin du funnel, on pourrait donner l'information à Google beaucoup plus facilement sur la plateforme. Moi, je trouve et pas avoir à faire du post-back et compagnie, quoi. C'est ça. Avoir un endroit où ça pourrait être manuellement fait de manière pratique. Je pense que ça serait pas mal. Ça pourrait être pas mal, effectivement, pour nourrir l'algo. Ça, ils ont la demi-fonctionnalité où tu peux dire sur des journées où tu as vraiment eu des très bonnes perfs ou des très mauvaises perfs, tu peux indexer, en fait, je sais pas si tu le savais, ça, dans les balises de conversion. Ok. La data à ce moment-là. Mais c'est très niché et c'est introuvable, en fait. C'était un account manager de chez Google qui m'a montré ça. Mais ok. Super intéressant. Why not? Why not? Typiquement, tu vois, sur la saisonnalité, quand tu as des journées où... tu vois, là, on tourne ce podcast, c'est le jour du Black Friday. Tous les commerçants, ils vont avoir un pic de performance aujourd'hui. Je ne peux qu'encourager les gens qui nous écoutent et qui sont dans du e-commerce aujourd'hui à désindexer toutes les valeurs de conversion qu'ils vont avoir aujourd'hui, parce qu'en fait, tout est biaisé par rapport au Black Friday. T'as pas envie que ton algo, ils se disent, mais en fait, facile, Micheline qui commande jamais, tiens, elle a commandé, donc je vais continuer à envoyer du trafic à Micheline tout le mois de décembre. Non, Micheline, elle a juste commandé aujourd'hui parce que c'est Black Friday. Tu vois. Donc, tu veux pas que l'algo, il apprenne de ce genre de journées qui sont hors normes. Okay. Voilà, petit tips en plus. Du coup, juste sur Google, autre question pour toi. Tu penses quoi de l'avenir de Google? Ils vont s'en sortir ou pas avec l'arrivée de SearchGPT, l'avenir du search?
D'ailleurs, attends, regarde. Là, aujourd'hui, quand tu as des questions, là, tu continues à aller sur Google, tu as commencé à passer sur ChatGPT. Comment tu te renseignes maintenant? En fait, ça dépend. Je pense que si j'ai des recherches courtes à faire, ou tu vois, je sais pas, moi, je vais taper chaussures Nike, je vais les mettre sur Google. Ouais. Mais par contre, si j'ai des trucs développés où je veux expliquer un contexte et tout ça, je vais aller sur GPT. Ok. Ouais, donc les réponses sont bien. Bah ouais, mais regarde. Donc par rapport à ça, quid de Google? C'est difficile. Je pense que personne ne sait à l'heure actuelle, mais ça m'étonnerait que Google ne soit pas préparé à la suite parce qu'ils sont trop puissants, ils ont beaucoup d'influence, d'argent, etc. Donc je pense tu vois, à mon avis, ils ont dû voir venir tout ce que nous, on voit maintenant. Et je pense qu'ils sont préparés, mais juste qu'on ne le sait pas encore et qu'ils vont sortir des outils au fur et à mesure. Mais toi qui es du coup à la tête de Google, déjà. Ça te va de voir SearchGPT qui arrive, ça te va de voir Perplexity.ai qui prend de plus en plus de parts de marché. Ça te va de voir que maintenant 50% des recherches ne vont même plus sur les moteurs de recherche, mais vont sur l'application Amazon, sur TikTok et compagnie. Tout ça, ça te va, et en parallèle, tu sors rien. Après, c'est le jeu, tu vois. Le truc, c'est qu'on le sait que dans le digital, ça peut basculer d'une année à l'autre. Il y a plein de... Enfin, je ne saurais pas dire les noms, mais tu vois, typiquement, je sais pas moi, Microsoft et tout ça, qui pouvaient être à l'apogée à certains moments, le sont moins maintenant. Enfin, je pense que quand tu bosses dans ces milieux-là, tu peux pas te dire je suis le leader ad vitam aeternam. C'est pas possible. Il faut toujours se renouveler. C'est un business de monopole, Google. Hein. Demain, ils n'ont pas leur monopole. Je vois difficilement leur modèle éco. Oui, mais regarde, ça fait... Ça, c'est le cas depuis des années. Mais d'un autre côté, Facebook Ads, TikTok, etc., ça fait des années qu'ils prennent des petites parts de marché par-ci, par-là. Et Google s'en sortent tout de même. Hein. On va pas... moi, je déclarerais pas leur mort tout de suite, en tout cas. Non, mais ça, c'est sûr. Mais je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. De toute façon, c'est la question. Ça va être la question de 2025 et 2026 d'ailleurs. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Moi, mon intuition, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais celui qui va kill le game à la fin, c'est Apple. Moi, je suis certain qu'ils vont faire leur moteur de recherche intégré via Siri. Et ils vont sortir un UX tellement parfait que made in Apple. Ils vont tuer le game. Oui, mais... C'est ma prédiction. Mark my words. On verra en 2026. Oui, mais pas tout le monde n'est sur Apple. Du coup, je sais pas si ouais, tuer le game vraiment. Oui, mais je pense qu'il nous prépare un seul truc. Bref. Question suivante que je voulais te poser. Qui était laquelle d'ailleurs? Oui. Faisons un peu de projection. Bon, t'es indépendante aujourd'hui, tu bosses avec nous en tant que prestat freelance. Du coup, t'es à ton compte, etc. Donc ça veut dire que tu vois, tu t'as refusé un peu le modèle salariat, etc. Vas-y, on fait de la projection là dans 10 ans. Qu'est-ce que t'aimerais dire à la Linda de 35-40 ans? Et qu'est-ce que t'aimerais lui poser comme question? Et surtout, la réponse que tu espérerais obtenir. Waouh. Alors là, c'est compliqué. Je pense que je lui poserais une question, mais qui n'a pas forcément à voir avec le professionnel, tu vois. Ok. Je pense que je lui demanderais c'est très bizarre de parler comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait du coup? Qu'est-ce qu'elle a trouvé comme méthode pour être plus heureuse, apaisée? Parce que je me dis, moi, ces 5 dernières années, je vois comment ma vie, elle a changé. Enfin, tu vois, des bonnes habitudes, faire du sport, bien manger, faire de la méditation, enfin, tout ce que tout le monde connaît déjà. Mais du coup, ça a quand même changé ma vie, cette accumulation de plein de choses. Et je voudrais bien savoir, du coup, ce qu'elle a trouvé encore hacks, tu vois, pour être encore mieux en termes de pépites. Ouais, donc toi, c'est vraiment centré sur la quête du bonheur. Ouais. Et te dire, ok, c'est quoi encore les hacks que j'ai trouvés pour rester aligné avec le bonheur en général, quoi. Ouais, c'est bien. Après, c'est quoi ta définition du bonheur? Ouah, t'as une demi-heure là. On n'a pas une demi-heure, mais tu peux faire l'introduction. En fait, pour moi, je pense que la clé du bonheur, c'est de se satisfaire des petites joies. Je pense pas que c'est beau, d'avoir j'adore. tout le temps un pic de bonheur parce que ça n'existe pas. Mais par contre, justement, d'abaisser son niveau
pour en gros avoir une espèce de courbe de stabilité où juste apprécies chaque jour, le moment présent et tout ça, pour moi, c'est ça la clé. Je te reconnais bien, et d'ailleurs, on en parlait hier. Tu peux peut-être le dire, mais ton bonheur, tu disais, moi, t'habites à Nice. Et ton bonheur, c'est à la fin de la journée, il te faut passer du temps de gens juste devant la mer. Et je suppose que c'est ta petite joie du moment. Bah, c'est sûr que ça apaise. La journée. Être devant la mer, juste ce truc-là, tu vois, c'est calme, il n'y a personne devant. Le silence, ça fait du bien. Écoute, magnifique comme définition du bonheur. Les petites joies du quotidien, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, merci pour ce partage. Bon, on a beaucoup parlé Google, technologie, Mediabuy. Demain, je te fais encore un coup de Trafalgar. Je te dis, écoute, Linda, t'as plus le droit jusqu'à la fin de tes jours de toucher à n'importe quel objet technologique que le monde a pondu pour nous. Du coup, tu fais quoi? Dans quoi tu te reconvertis? Je triche un peu parce que j'ai quand même un objet technologique, mais je pense que je deviendrai tatoueuse. C'est pas du digital. Ok. Voilà. Non, mais disons que t'as plus le droit à ordinateur, téléphone. Tu peux plus avoir un seul métier qui est en lien avec le web. Et franchement, tatoueuse. Mais je me suis même déjà... Pourquoi tatoueuse? Bah déjà parce que j'ai toujours bien aimé dessiner et je trouve que c'est un univers qui me plaît de manière générale et surtout je trouve que c'est beau. T'imagines, en fait, tu passes ta journée à dessiner sur la peau des gens et ils vont avoir ça toute leur vie sur eux. Je trouve que c'est vrai que vu comme ça, t'as un impact qui est sympa. J'aime bien. Mais il faut faire preuve de beaucoup de créativité. Oui, c'est vrai. Bah, tu l'as. Je pense que quand c'est ton métier, forcément, ça te fait plaisir. Après, t'as aussi plein de gens qui arrivent avec leur dessin et qui te demandent, tu vois, de faire des copier-coller. Mais c'est sûr que si en plus tu peux mettre ta patte dedans, c'est trop génial. Ouais. Et alors, du coup, je te pose une dernière condition avant que tu deviennes tatoueuse. Tu peux exercer cette profession n'importe où sauf à Nice. Tu l'exerces où? Parce que petite parenthèse, Linda est amoureuse de Nice. De toute façon, t'es née là-bas, toute ta famille là-bas, mais c'est vrai que c'est vraiment ta ville de cœur. Donc, où est-ce que tu irais si t'as pas le droit d'aller à Nice? Pour moi, la deuxième ville que je préfère, qui finalement a les mêmes avantages, c'est Barcelone. Ah oui, ok. C'est pas une petite ville, tu vois, c'est quand même une ville qui est animée, mais t'as la mer, le soleil, c'est sympa. Et puis Barcelone, l'ambiance est incroyable, donc... On a beaucoup de confrères dans la génération de prospects qui sont à Barcelone. C'est un très très gros hub et pôle en termes de lead gen. Écoute, on peut ouvrir un pôle là-bas. Si un jour tu en as marre de travailler avec nous et que tu veux toujours rester dans la lead gen et que tu veux partir de Nice, je pense que Barcelone, c'est le meilleur bet. Mais ouais, je valide. Très belle ville, la ville de Barcelone. Linda, merci beaucoup. J'espère que ça aura donné envie à notre audience de regarder le podcast qu'on avait fait tous les deux, parce que on avait passé 1 heure, toi et moi, à rebalayer ton parcours et tu nous partages aussi ton expérience. Donc, si vous avez aimé cette brève interview, je vous encourage à regarder l'épisode entier qu'on avait fait tous les deux il y a quelques mois. Linda, merci beaucoup. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Ciao.